On va enchaîner avec la présentation suivante, Dr Élise Pomaré. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de clôturer cette nouvelle journée de coloproctologie à l'hôpital Saint-Joseph. Et donc, je vais essayer de vous parler d'un cas clinique qui m'a posé problème, qui somme toute assez banal. Mais du coup, je vais essayer de l'analyser avec les données de la littérature. Donc, il s'agit de Madame X, 45 ans, qui vient me voir parce que elle a des crises hémorroïdaires à répétition et puis des marisques qui sont gênantes depuis ses grossesses. Donc je l'examine, effectivement il y a quelques marisques, le tonus est normal. Les hémorroïdes sont discrètement congestives, donc je régule le transit, j'ai bien suivi le topo de ma collègue. Je lui donne un traitement en cas de crise avec des anti-inflammatoires et je réalise quand même un traitement par infrarouge en me disant au pire ça marche pas très bien, au pire ça peut un peu l'améliorer. Donc je la revois 2 mois plus tard, elle est mieux, nouvelle séance d'infrarouge et puis elle revient me voir à 6 mois, bon bah ça va pas vraiment mieux, elle a des crises très fréquentes mensuellement, malgré un bon transit. Elle me dit bon, j'en ai marre, opérez-moi. Mais du coup, quelle chirurgie choisir ? Parce que la plus ancienne, c'est le Milligan et Morgan, 1937. Ensuite, il y a eu le Ferguson, donc on a essayé de fermer les plaies pour améliorer la cicatrisation. Et puis, il y a eu un changement de paradigme vers la fin du XXe siècle, avec les techniques mini-invasives, donc la ligature sous contrôle Doppler, le longo. Puis après, les thérapies thermiques, donc la radiofréquence et le laser. Et enfin, en 2014, l'embolisation des artères hémorroïdaires. Alors, toutes ces techniques, les principales indications, c'est le prolapsus hémorroïdaire, les marisques hypertrophiques ou le saignement. Mais que faire quand il y a des crises hémorroïdaires à répétition ? Quelle chirurgie ? En fait, il n'y a pas beaucoup de données. Et quand on regarde les dernières recommandations sur la chirurgie hémorroïdaire, il n'y a que les Françaises qui précisent vraiment qu'en cas de crise hémorroïdaire à répétition, on peut envisager un Milligan et Morgan. Les recommandations américaines, donc ça parle de pathologie externe où on peut faire un Milligan et Morgan. Et les recommandations belges, c'est que en cas de crise aiguë, donc la polythrombose hyperalgique. Donc au final, je décide de faire un Milligan et Morgan, donc décrite une des plus anciennes, 1937. Et le but, c'est vraiment de faire l'exérèse large anatomique des lésions, en portant les marisques en plus qui étaient gênantes pour la patiente. Alors, comme le soulignent les recommandations américaines, c'est une chirurgie qui est radicale, certes, mais avec des complications, donc des saignements post-opératoires, on l'a déjà vu, des rétentions aiguës d'urine et, à long terme, des risques de sténose anale et d'incontinence. Alors finalement, à quoi ça sert les hémorroïdes ? Ça sert à la sensibilité fine du canal anal et ça participe jusqu'à 20% du tonus de base des patients. Et on sait que par des études manométriques, il y a une augmentation du tonus de repos chez ces patients qui ont une pathologie hémorroïdaire versus ceux qui n'ont pas de pathologie hémorroïdaire. Et il y a plus d'ondes ultra-lentes qui sont un indice d'hypertonie et de dysrégulation de la fonction anorectale. Alors est-ce que c'est la cause de la conséquence ? Bon. Donc je l'opère d'un Milligan et Morgan, je la revois à 15 jours, ça va pas du tout, elle a toujours très mal, elle a évacué un fécalome. Bon, localement, il y a un peu d'œdème, mais voilà. Donc, je la revois à S5. Toujours très, très douloureuse. Le transit va bien. Elle n'arrive pas à mettre les suppos, le toucher. Donc, j'adapte un peu le traitement. Je l'appelle à S8. Ça ne va toujours pas. À chaque fois qu'elle émet un gaz, il y a du sang. Donc, je réadapte encore le traitement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en post-opératoire dans les Milligan et Morgan ? On voit que le tonus de base de repos qui est là-bas est un petit peu augmenté en préopératoire, augmente en post-opératoire immédiat, puis redescend à 12 mois. On retrouve un tonus qui est un peu baissé. Pareil pour les contractions volontaires. Il y a une évolution dans le temps. La contraction est un petit peu plus forte au début que 1 an après la chirurgie. Et ça, c'est sur les ondes ultralentes. On voit que les patients ont des ondes ultralentes en préopératoire qui augmentent en post-opératoire immédiat. Et puis finalement, une fois que tout a cicatrisé, tout rentre dans l'ordre. Donc c'est peut-être plutôt une conséquence. Et là, c'est également les pressions de repos, c'est les mêmes données. Et donc, chez cette patiente, on est très probablement dans cette zone-là où il y a une hypertonie réactionnelle, en fait, à la cicatrisation. Donc, il va falloir essayer de rompre un peu ce cercle vicieux, douleur, hypertonie, défaut de cicatrisation. Alors,
Cette revue de la littérature a permis de mettre en exergue tout ce qui peut limiter les douleurs post-opératoires dans le Milligan et Morgan. Donc, bien sûr, les méthodes anesthésiques, le bloc pudendal, les anti-inflammatoires, mais ça, c'est pour les douleurs précoces. Les techniques chirurgicales, le Ferguson ferait mieux que le Milligan et Morgan, mais on a moins l'habitude de le faire, il y a plus de surinfection aussi. L'utilisation de certains dispositifs type ligature pourrait améliorer les douleurs post-opératoires. Les traitements péropératoires, la léiomyotomie, un petit peu comme le principe de la fissure anale, soit chirurgicale, soit chimique avec le Botox, soit des dilatations aussi préopératoires qui ont été envisagées, où on dilatait les patients pendant 20 minutes à 30 mm et ils avaient moins de douleur en post-opératoire. Et ensuite, en post-opératoire, donc on peut utiliser les inhibiteurs calciques, les dérivés nitrés, la xylocaïne, le métronidazole, les vénotoniques aussi, et bien sûr, les laxatifs. Alors juste une petite revue de méta-analyse de toutes les études randomisées sur le métronidazole. Il y a effectivement une réduction significative des douleurs jusqu'à J14 quand on utilise du métronidazole. Mais par contre, il n'y a pas moins de complications et retour aux activités normales similaires dans les deux groupes qui est ou pas métronidazole. Donc c'est pas la panacée non plus. Alors, est-ce qu'il faut faire un toucher rectal en post-opératoire? Nous, c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans le service, mais je sais que tous les proctologues ne le font pas. Donc, je me suis posé la question, et il y a une étude qui a montré, qui étudiait donc dilatation ou pas à 3 semaines post-opératoire si les patients restaient douloureux, donc avec des dilatateurs de taille progressive. Et on voit que dans le groupe qui n'a pas fait de dilatation, il y avait 3 sténoses. Donc le but de l'hypothèse, c'est de casser la chaîne douleur, spasme, sténose, douleur. Alors là, j'ai pris exemple sur mon chef de service et je me suis dit, que dirait ChatGPT? Faut-il faire un toucher rectal quotidien en post-opératoire? Eh bien, que me dit ChatGPT? Il me dit surtout pas en systématique, parce que les plaies sont ouvertes, les douleurs sont importantes, il y a un risque de traumatiser la cicatrisation et au final, il y a peu d'apport si l'évolution est simple. Et au final, je suis assez d'accord avec ça. Et donc en pratique, on privilégie l'inspection, l'interrogatoire. Et le timing, surtout pas au début, parce qu'en fait, ça ne sert à rien au tout début. Et ça serait peut-être potentiellement intéressant au bout de 4 à 6 semaines en post-opératoire. Et c'est là où on peut être efficace avec des dilatations. Donc, je la revois à S9, discrètement mieux, mais c'est pas génial. Je lui retire une petite maryse parce que je pense que ça gêne la cicatrisation. Je la réévalue à S11, encore des douleurs. Ça brûle encore. À S15, elle arrive à reprendre le travail. M7, douleur toujours présente et elle est dyskésique avec même une stase stercorale sur un scanner prescrit par le médecin traitant. Alors, est-ce que ça vous inquiète ? Non, pas trop. Bon. Et que feriez-vous ? Alors, s'il y en a un qui veut se lancer ? Non, vous jetez l'éponge ? Alors, je vous dis ce que j'ai fait moi. J'ai organisé un examen sous anesthésie générale pour faire du Botox. Parce qu'il y a des études qui ont montré que le Botox, alors c'était au moment de l'hémorroïdectomie, améliorer en tout cas les douleurs post-opératoires et le retour à la vie quotidienne plus facile chez les patients qui avaient du Botox, alors avec des études qui sont certes un peu limites au niveau méthodologique. Mais bon, donc je me suis dit, je fais du Botox. Finalement, 2 semaines après, ça va un peu mieux en fait. Et puis je la revois 4 mois plus tard après cette intervention, et elle me dit là j'ai eu des troubles du transit et ça va pas, c'est pas les mêmes douleurs, mais ça ne va pas. Je la réexamine et en fait elle a une fissure cette fois-ci postérieure et les autres plaies ont cicatrisé. Donc là, que faites-vous? Aidez-moi. Non, toujours pas d'aider. Pourtant on en voit tous les jours, ces patients-là, on les voit toujours. Alors dans le service, on a eu une centrifugeuse en fait qui nous a permis de faire des injections notamment de PRP. Et donc je me suis dit, je vais essayer d'injecter du PRP. Et effectivement, dans la littérature, ça marche. Par exemple, il y a des études positives, en tout cas dans la fissure anale. Donc je me suis dit, allez, j'essaye. Donc le plasma riche en plaquettes, en fait, on fait une prise de sang au patient. C'est une injection autologue et il y a des facteurs de croissance anti-inflammatoires dans le liquide. Ah, mince.
donc ça, on prélève le sang et on va prélever, on centrifuger, prélever la partie en suspension au-dessus et l'injecter dans la plaie. Donc je fais ça au bloc opératoire, c'est pas le patient là. Et je refais du botox encore parce que il n'y a pas de sténose. Donc quand elle est sous anesthésie, donc c'est bien simplement une hypertonie. Je la revois, elle est quand même nettement mieux, mais il y a toujours une petite bride en fait fibreuse au niveau de la marge anale. Alors ça c'est un autre patient, mais c'est à peu près le même cas. Donc je sectionne à la même fois dans consultation, et puis je la revois 3 mois plus tard encore la bride fibreuse. Donc là, je sectionne encore, et finalement plus de douleur. Donc je suis hyper contente. Elle me rappelle quand même en téléconsultation, elle me dit c'est génial, j'ai plus de douleur, etc. Mais j'arrive pas à reprendre les rapports anaux. Et alors là, je suis devenue un peu blême. Et effectivement, je n'avais pas pris en compte ça en préopératoire. Je m'étais basée sur les symptômes de la patiente. Et quand on regarde les études récentes en 2023, donc il y a presque 60% des hommes qui ont des rapports anaux, alors tout rapport confondu, et 40% des femmes. Donc il faut poser la question avant d'opérer nos patients et proposer des techniques mini-invasives si besoin ou limitées chez ces patients. Alors, je suis pas la seule à le dire, hein, il y a des études qui le montrent. Est-ce que la chirurgie proctologique influence les rapports sexuels après ? Eh ben, dans ces études, 50% des patients qui avaient des activités sexuelles au préalable n'en ont plus en post-opératoire. Pourquoi ? À cause de la douleur, à cause de la raideur, de la fibrose et l'inconfort du partenaire, on l'oublie. Le côté dysesthétique des cicatrices, ça peut bloquer. Et les agrafes, par exemple, de longo aussi, ça peut être compliqué. Et ça, c'était une étude sur des patients homosexuels masculins qui avaient eu une chirurgie proctologique. Et donc, on leur demandait, pensez-vous que les chirurgiens devraient s'enquérir de vos pratiques sexuelles lorsqu'ils traitent vos affections touchant l'anus et le rectum ? Et donc, sans surprise, 95% des patients disaient, bah oui, il faut en parler. Et à la question... Ça ne passe pas. Bon. Et à la question, la perception des participants, est-ce que votre chirurgien a-t-il abordé votre sexualité ? En gros, il y avait 90% des patients qui disaient non, pas du tout. Donc, au total, il faut la chirurgie proctologique a un impact énorme sur la sexualité des patients et le bien-être. Et donc, il faut à la fois traiter, on a l'obligation de traiter les patients, mais de les informer sur les conséquences possibles. Les points forts de ma présentation, en fait, c'était juste pour vous dire, faut pas lâcher les patients quand on a des complications, faut les suivre et faut persévérer avec eux. Faut essayer de comprendre les mécanismes de la cicatrisation et s'adapter avec ça. Remettre en cause les dogmes et les habitudes qu'on a, parce que finalement, c'est peut-être que des habitudes et il faut réfléchir différemment. Et prendre en compte la sexualité de vos patients. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions dans la salle ? Allez-y. S'il vous plaît, est-ce que vous avez demandé le côté dépressif ? Parce qu'on peut avoir des douleurs post-opératoires chez les déprimés. Alors, je pense que quand on vit ça, de toute façon, on peut être un peu déprimé. Donc, voilà. Deuxième question, Damien. Oui, merci beaucoup, Élise. Moi, ça me fait penser au cas d'une patiente dont j'ai découvert à 3 mois post-opératoire qu'en lui posant la question, elle avait des antécédents de violence sexuelle. Et en parlant de ça, 2 séances de psy, ça a déverrouillé beaucoup de tensions. Ah oui, et généralement, ils cicatrisent tout de suite après. C'est un effet incroyable. Ah ouais, ouais. Je suis d'accord aussi. Quand ils cicatrisent pas, faut leur poser la question et de temps en temps, ça débloque le truc. Pareil pour les fissures anales. Nadia. Salut. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était parfait. Non, la question est est-ce qu'on peut repérer les patients dyskésiques en amont, parce que c'est vraiment ceux-là qui vont poser des problèmes de cicatrisation, et de la même manière que les fissures, en fait. Les fissuraires, c'est un peu la même chose. Il y a quelques patients où on voit très bien que l'hémorroïdectomie, ça va pas poser de problème. On les examine, l'anus est souple, et quand parfois ils sont hypertoniques, est-ce que l'injection de Botox aurait pu la faire au moment de l'hémorroïdectomie ? Est-ce que
Alors là, dans ce cas-là, non, parce que quand j'ai fait le toucher avant, vraiment, il n'y avait pas d'hypertonie et pas de problème majeur. D'accord. Par contre, depuis que j'ai réfléchi un petit peu sur le cas, je regarde beaucoup le tonus à J15. C'est vrai qu'on revoit nos patients à J15. Je fais un toucher rectal à ce moment-là, et les patients qui n'ont pas du tout d'hypertonie, je les réévalue que en téléconsultation derrière. Et je sais qu'ils cicatriseront très bien derrière. Alors que ceux qui ont vraiment une hypertonie ou que ça va pas, eh ben ceux-là, je les surveille un petit peu plus près. Voilà. Donc tu n'es pas d'accord avec ChatGPT finalement? Bah, je suis d'accord avec ChatGPT parce que il faut pas que ce soit systématique. Ça, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup.